C'est parti, on est à peu près une trentaine, donc on va pouvoir démarrer et les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Léa et je suis cofondatrice de Future Agency. Donc Future Agency, c'est une agence qui aide les entreprises à se projeter dans le futur de leur secteur, dans le futur de leur métier. Et il s'avère que pendant le premier confinement, on a lancé un nouveau projet qui s'appelle la Future Box. C'est une box d'inspiration, vous pouvez la voir juste là, livrée à domicile. Et l'idée, c'est d'inspirer nos clients sur différents sujets. Donc, on a traité le sujet du télétravail, on a traité le sujet de l'engagement dans cette deuxième box. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, c'est à travers cette box que j'ai rencontré Flora et Thomas, et c'est avec eux qu'on a co-construit cette box sur l'engagement. L'idée de ce projet, c'était de pousser les gens à s'engager dans leur vie personnelle, mais aussi professionnelle. Donc, on a travaillé sur l'engagement personnel avec Thomas et avec Flora plutôt sur la partie engagement en tant que collaborateur dans une entreprise. Donc, je vais les laisser expliquer tout ça. Donc, voilà pour la présentation de Future Agency et du pourquoi, du comment on a réuni Flora et Thomas ensemble ce soir. Donc, on a la chance de les avoir avec nous. Donc, quelques mots sur Flora et je la laisserai se présenter. Donc, Flora, c'est la cofondatrice de Coalition, une agence d'innovation sociale qui a sorti ce livre que je vous recommande vivement. Ma génération va sauver le monde. Elle parle aussi de l'engagement personnel et de l'engagement en tant que collaborateur. Donc, dès que vous finissez ce webinaire, commandez-le. Je te laisse, Flora, te présenter dans quelques minutes. Et on a Thomas, le cofondateur de 900 Care. Et je vous sors tout de suite les produits de la box. Donc, on n'a qu'un produit, mais dans les prochaines box, on pensera aux autres produits 900 Care. Le gel douche avec la cartouche qui va avec. Donc, vous pouvez réutiliser à l'infini. Merci Thomas pour ce partenariat. Donc, je vous laisse tout de suite vous présenter. Flora, je te laisse la parole pour dire quelques mots sur toi et sur Coalition. Ok, salut, merci beaucoup Léa pour cette intro et surtout si vous achetez la dernière Future Box, vous n'avez pas tellement besoin d'acheter mon livre parce que j'ai spoil deux trois axes forts, donc en réalité c'est déjà pas mal, mais on peut aussi considérer qu'ils sont complémentaires et qu'il faut absolument souscrire à la box et acheter mon livre, comme ça on fait de la promo pour tout le monde. Donc moi, Flora Gebali, enchantée, j'ai 27 ans et je me définis comme une entrepreneure militante. Pourquoi militante? Parce que notre conviction, c'est de faire entrer les enjeux sociaux et écologiques au sein des entreprises pour deux raisons. La première, c'est que les entreprises ont un impact gigantesque, pas besoin de citer les chiffres. 70% de l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre vient de 30% des plus grands groupes, au même titre plein de chiffres comme ça, mais surtout parce que l'entreprise est un levier d'action formidable. Nous, on choisit vraiment le côté positif et optimiste du sujet. C'est de se dire qu'une entreprise, finalement, c'est une communauté d'individus qui interagit, qui fonctionne ensemble et qui a besoin d'être formés, sensibilisés. Et donc, on lance des programmes pour transformer sur les volets écologiques et sociaux les acteurs économiques de tout genre. Et depuis la création, mais peut-être on reviendra sur ce qu'on a mis dans la box, Léa, mais sur le concept des introvateurs. Alors, je laisse Thomas. Alors, moi, je connais pas Thomas, mais je me lave tous les jours avec son gel douche. Et j'ai la peau très douce. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je pense que, non, mais un retour user, happy user, c'est quand même le mieux. Merci beaucoup, Flora. Et merci Léa pour l'intro. Moi, c'est Thomas, donc je suis cofondateur de 900 Care. Avant de monter 900 Care, j'ai monté deux autres entreprises. Une dans la restauration rapide. C'est une pomme de terre au four avec des toppings à l'intérieur, un peu comme la jacket potatoes qu'on a en Angleterre ou la kartouchka en Russie. Ça faisait longtemps, on était aux prémices de l'agriculture raisonnée, l'agriculture bio, c'était
donner une alternative, on va dire saine et équilibrée dans le fast-food. On appelait ça le fast-food, donc une entreprise consumer qui avait pour but d'améliorer l'alimentation des gens. La deuxième boîte, c'était dans les services, toujours B2C. On va dire que c'est la ligne rouge, c'est d'avoir un impact positif sur la vie des gens. C'était une entreprise de services qui faisait du pressing à domicile, ça s'appelait Soyez BCBG, c'était uniquement en région parisienne. On venait chez vous, on récupérait vos affaires et 48 heures plus tard, elles étaient propres et repassées. J'ai revendu cette boîte au leader mondial du secteur qui est 5 à sec. J'ai fait la transition pendant 1 an et demi avec les équipes du groupe et puis j'ai monté 900 Care avec Emeric, qui est un bon ami d'enfance. On a fait nos études en prépa à Lyon ensemble. Ça faisait longtemps qu'on voulait monter une entreprise et après je vous raconterai plus tard la jeunesse de 900 Care. Mais ravi d'être là avec vous en cette fin d'après-midi. Merci beaucoup Thomas et Flora pour votre présentation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a 30 minutes ensemble, donc ma première question, elle va être assez directe. Flora, Thomas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent sauver le monde? Alors moi, j'en ai fait même un livre, donc ouais. Mais peut-être, tu veux que j'y aille ou tu veux y aller, Thomas? Vas-y, Flora. Ouais, alors moi, je viens de la politique en fait, parce que quand j'étais très jeune, j'ai été très engagée et je voulais absolument avoir ce qu'on appelle de l'impact. C'est cette idée de se sentir utile au quotidien. Et en fait, on m'a dit c'est très simple, l'État il s'occupe de l'intérêt général et les entreprises elles s'occupent des intérêts particuliers. En gros, du profit quoi. Donc moi j'ai dit bon, mais ça m'intéresse pas trop ça et tout. Ok, je veux aller faire de l'intérêt général. Donc, je me suis très vite engagée en politique. Et en fait, paradoxalement, c'est quand j'ai quitté la politique que j'ai eu pour la première fois de ma vie le sentiment d'être hyper utile. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvée à travailler pour une fondation où on aidait des grands groupes du CAC 40 à investir sur des projets écologiques et sociaux. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec ces grands groupes, j'ai découvert une agilité des capacités de financement, des capacités d'organisation, des capacités de transformation que j'avais complètement sous-estimées, enfin que j'ignorais en fait. Je sais même pas estimer ou enfin sous-estimer, surestimer, j'ignorais. Et en fait, quand j'ai rencontré ces entreprises-là, je me suis dit mais en fait c'est pour elles que j'ai envie de travailler, c'est elles que j'ai envie d'aller transformer de l'intérieur, parce que ils ont la capacité et 2, ils commencent à avoir, alors je dirais pas seulement la bonne volonté parce que bon la bonne volonté tout le monde en a, mais ils commencent à comprendre leur intérêt à le faire. Et nous, Coalition, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de prouver aux entreprises quels sont leurs intérêts à s'engager et comment elles initient des parcours de transition au bénéfice de leur bien-être économique, de leur bien-être RH, de leur bien-être de manière générale. Donc oui, j'y crois dur comme fer parce que j'ai même quitté l'endroit où on est censé changer le monde, donc la politique, mais bon, c'est un autre sujet, pour aller le faire côté entreprise. Donc moi, j'y crois tout à fait. Et Thomas, est-ce que tu es convaincu, toi aussi? Moi, j'en suis convaincu parce que j'ai fait que créer des entreprises pour améliorer du coup la vie des consommateurs, aussi bien le bien manger. Sur le pressing, c'était plus sur la qualité de vie et on avait mis en place une logistique qui était 100% électrique, qu'on voulait pas rajouter du CO2 dans l'air parisien. Et oui, je pense que ça passe en effet par les entreprises. Ça passe aussi par le consommateur. On parle souvent de consommateurs d'ailleurs, et on voit des changements, des changements dans leur manière de consommer. Mais je pense que c'est les deux ensemble qui doivent aller dans le bon sens. Et j'ai l'impression que les générations d'ailleurs plus jeunes sont beaucoup plus attentives à ce que fait une entreprise, à la mission d'une entreprise, et ça va plutôt dans le bon sens. Et Thomas, aujourd'hui, dans les participants à ce webinaire, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans des grands groupes. Est-ce que tu crois que les grands groupes ont un rôle à jouer? Je sais que normalement, tout le monde vous a vu chez Monoprix. Est-ce que les discussions avec Monoprix ont été longues? Est-ce que tu penses que, je sais pas, le rôle des supermarchés de demain, c'est de se tourner vers des startups comme la vôtre? Alors, il y a deux choses. Alors, les grandes entreprises, il y a les grandes entreprises comme Unilever, Procter, L'Oréal. Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Oui. Et après, il y a les distributeurs. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Oui. Alors, sur Unilever, Procter et L'Oréal, disons que c'est quand même des mastodontes qui ont des marques dans leur portefeuille, qui font des produits qui polluent ou avec des ingrédients plutôt nocifs. Et en fait, eux, changer radicalement de modèle, par exemple sur le modèle de 900 Care qui est de la recharge,
pour elles c'est hyper compliqué parce qu'elles ont déjà des investissements qui sont monstrueux dans leurs usines et en fait elles vont pas, enfin je pense qu'elles vont pas le faire d'elles-mêmes et elles vont faire des améliorations qui sont incrémentales où elles vont changer un ingrédient, un autre grâce à Yuka, grâce à ces initiatives là qui viennent du coup plutôt du consommateur pour s'adapter au marché, mais peut-être qu'elles attendent qu'il y ait des nouveaux acteurs comme 900 Care ou 900 Care si on dit plutôt à l'anglaise, et regarder si le marché répond ou pas. Mais ces entreprises là, je les vois mal prendre un risque sur un marché qu'elles connaissent pas forcément, là la recharge, et je les vois plus attendre. Les distributeurs en revanche, eux, ils sont vachement demandeurs parce que eux ils sentent les tendances aussi de leurs acheteurs et eux ils veulent promouvoir des nouveaux produits, ils veulent tester des nouvelles choses et les discussions avec Monoprix, c'est eux qui sont venus d'ailleurs proactivement nous chercher et tous les distributeurs sont venus nous chercher parce que ils ont cette envie de proposer une nouvelle offre et de proposer les futurs produits qu'on consommera. Donc dans la distribution, moi je vois pas tellement de problèmes, ils sont hyper ouverts au dialogue. C'est juste que quand on est une petite entreprise, malheureusement, on a des tout petits volumes et il y a une vraie équation économique parce que dans le business où je suis, c'est un business de volume, c'est-à-dire plus on a de volume, plus les coûts vont diminuer et vu qu'ils prennent une part assez importante du chiffre d'affaires, à quel point ils sont prêts à accepter de prendre moins de pourcentage sur leur chiffre d'affaires pour des petites marques qui ont des plus petites marges du coup par rapport à un Unilever ou Procter. C'est plus là où est la discussion, mais non, les distributeurs jouent à fond le jeu. C'est même eux qui étaient à l'initiative du vrac. Enfin, il y a plein de choses qui sont bien. Alors c'est vrai que on parle beaucoup d'innovation de produits, mais il y a aussi de l'innovation en fait sur le business model. Thomas, tu as parlé de consommateur. Il y a un concept qui est proche, l'introvateur. Flora, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, le rôle un peu d'un introvateur et comment vous, en fait, chez Coalition, vous les accompagnez ces personnes-là? Oui, alors chez Coalition, on nous demande souvent, mais c'est qui vos clients? Parce que est-ce que vous faites ça avec les directeurs RSE? Est-ce que vous faites ça avec qui? Et en fait, nous, on a des natures de clients qui sont très variées. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un autre point commun que la fiche de poste. Donc parfois ils sont DRH, parfois ils sont dans les directions stratégiques, parfois ils sont sur les questions de RSE, d'innovation aussi beaucoup. Et en fait, ils ont un point commun, c'est d'être, on les a appelés comme ça suite à un article qu'on a découvert dans le Harvard Business Review il y a 2 ans. On les a appelés des introvateurs. En fait, les introvateurs, c'est quoi? C'est des personnes qui ont 2 traits de caractère conjoints. Le premier, c'est d'être conscient et conscientisé sur les problématiques écologiques et sociales. Donc, c'est de se dire, il y a un truc qui tourne pas rond là, comment on fait, quoi, et comment on réaligne un peu l'entreprise avec le sens. Et ça, en fait, c'est pas du tout propre aux directions du développement durable, aux directions sociales, etc. Au contraire, c'est complètement transversal dans l'entreprise et c'est à tous les endroits où il y a du chiffre d'affaires, en fait. Donc le premier trait, c'est celui-là, c'est d'avoir une conscience écologique et sociale élevée. Et le deuxième point, c'est d'avoir une envie, une capacité de jouer un rôle de leadership dans l'entreprise. Alors attention, ça veut pas forcément dire être dirigeant, être décideur, être très haut placé et donc avoir les clés, parce qu'on découvre, par exemple, en ce moment, on travaille pour un consultant du BCG qui est pas du tout senior ou décideur ou partenaire, mais qui a monté un collectif dans son entreprise qui s'appelle Go Green pour transformer l'entreprise de l'intérieur. Et donc nous, en fait, quand on nous demande qui on prospecte, en fait, on prospecte justement ces introvateurs, donc ces gens-là qui ont ces 2 caractéristiques, la conscience écologique et sociale élevée et l'envie de déplacer des montagnes pour y arriver. Parce qu'en fait, le problème dans une entreprise aussi aujourd'hui, c'est que un directeur RSE, s'il se contente à faire des reporting extra-financiers, il fera pas changer les choses. Si un ou une DRH se contente de faire, de rester dans le cadre de son métier, il ou elle fera pas changer les choses. En fait, tout le monde a besoin d'aller voir plus loin, de se donner plus en énergie pour transformer son entreprise. Et nous, c'est ces personnes qu'on recherche et qu'on accompagne. Super. Donc toi, Flora, tu es convaincue qu'en fait, on peut transformer un grand groupe de l'intérieur. Il faut avoir des forces mobilisées à l'intérieur et plein de soldats pour transformer une entreprise, en fait. Moi, je suis convaincue qu'on doit tous arrêter ce qu'on est en train de faire et conduire la transition écologique et sociale. Donc là, nous 3, je crois qu'on est déjà
on est déjà mobilisé. Moi, ma mobilisation, je la conçois ici parce que, comme je le disais, je crois que l'entreprise, la grande entreprise notamment avec qui on travaille, est un levier stratégique énorme pour la transition écologique et sociale. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est de se dire, bah voilà, on peut aller dans notre coin faire de l'entrepreneuriat, mais non, en fait, on a envie d'aller chercher le grand capital et le transformer. Super. Merci Flora. Moi, j'ai une question qui s'adresse un peu à tous les deux. On en a déjà parlé. Je sais que Flora t'en parle un peu dans ton livre, mais c'est une question un peu bateau, mais que tout le monde se pose. Est-ce que moi, à une échelle personnelle, est-ce que ça sert en fait l'engagement à titre personnel? On a parlé de l'engagement d'un grand groupe, mais est-ce que chaque acte compte? C'est des discussions un peu bateau, mais est-ce que Flora, toi, tu peux nous dire un peu si tu penses que l'engagement personnel a un réel impact? Alors, c'est pas bateau du tout. Au contraire, il faut pas croire que c'est bateau parce que c'est en fait le cœur du sujet et je pense qu'il n'y a pas du tout de question plus ou moins pertinente là-dessus. Mais par contre, j'ai envie de laisser Thomas répondre parce que Thomas, il vend des produits individuels et je pense que sa réponse est intéressante. Et j'ai vu d'ailleurs sur vos supports, Thomas, que vous voulez vraiment passer l'échelle, vous voulez devenir un grand groupe de produits cosmétiques, hygiène, je sais pas comment on les appelle. Mais du coup, j'aimerais bien avoir ton avis. Yes. Alors, si je reformule, moi, la question pour moi, est-ce que je suis une personne engagée? J'ai envie de répondre que pas forcément. Je me sens pas comme une personne engagée. Je suis ce qu'on va dire peut-être un flexitarien du responsable. Je suis pas forcément extrême dans mes positions ou dans mon alimentation alimentaire, par exemple. Je préfère consommer responsable tant que ça va pas impacter mon confort. Et spécialement, en fait, pour des produits d'hygiène ou de beauté qui vont tout de suite toucher, par exemple, à la personne. Et en fait, quand je suis dans ma quête comme tout Français, parce qu'on voit, hein, on nous donne beaucoup de messages sur la pollution plastique, sur les émissions de CO2, et dans ma quête d'une consommation plus responsable, on va dire, moi là, je rencontre un obstacle majeur, c'est le plastique jetable. Et je sais pas vous, mais quand on le voit, on le voit vraiment partout. Il est omniprésent. Il est dans les supermarchés, il est dans l'alimentation, spécialement avec un Uber Eats, un Co. Il est aussi dans les produits d'hygiène. Et en fait, moi, j'ai une vraie tension qui s'exerce à 3 niveaux. Il y a un challenge externe, déjà. J'arrive pas à trouver des produits sans plastique jetable qui me donnent envie. C'est ce qu'on voyait. Il y a un challenge interne. C'est que quand je jette, j'ai un sentiment de culpabilité. Quand je prends un Uber Eats, pourtant c'est la solution parce que le couvre-feu à 19h, maintenant c'est 23h, mais j'ai pas forcément le temps d'acheter ou des choses comme ça, j'ai un sentiment de culpabilité. Il y a un challenge philosophique, c'est j'ai l'impression que mes choix, ils contribuent pas forcément à un meilleur futur. Et je pense notamment à la planète que je vais laisser demain. Et donc, si je fais le focus plus sur les produits d'hygiène, parce que c'est ce que je connais aujourd'hui, qui sont sans plastique, la problématique c'est qu'ils sont pas pratiques, ils sont pas forcément agréables, ils sont plutôt anxiogènes parce que quand tout de suite on va sur des produits qui sont écologiques, il y a souvent des injonctions moralisatrices ou négatives autour de la pollution par exemple, ils sont pas vraiment cool, on est souvent stigmatisé quand on les utilise. Alors peut-être comme des hippies ou des protestataires quand on consomme écolo et c'est bien dommage et souvent ils sont trop chers. Et donc nous ce qu'on s'est dit c'est on va essayer de créer 900K avec la conviction qu'il devrait être plus simple et plus agréable de bien agir et de faire ce qui est bon sans sacrifier le confort, le fun et l'efficacité et que ça soit un happy change. Et du coup, quand tu parlais de positivité, nous, on a vraiment envie de sortir par le haut et de proposer des produits qui soient agréables aux consommateurs. Moi, je vois pas, en fait, un consommateur pour les produits d'hygiène, après, peut-être, je me trompe, mais sacrifier tout son confort et aussi son pouvoir d'achat, parce que c'est des produits chers, encore une fois, pour l'écologie. Faut se rappeler, moi, j'aime bien mon petit Marseillais, il a une texture jet, il a un bon parfum, et en termes de positionnement, il est top. Donc, je pense, et c'était pour dire que les entreprises ont un devoir de proposer une alternative qui soit ISO en termes d'expérience de confort de ce que peut connaître aujourd'hui le consommateur avec les grandes marques. Et les grandes marques, oui, elles ont un impact de malade parce qu'elles font des millions de produits, mais je pense qu'elles vont bouger si elles voient des petites sociétés comme nous ou autres
commencer à prendre un petit peu de part de marché et elles vont commencer à réfléchir et à se poser là-dedans. Après, la problématique des grosses entreprises, je reviens là-dessus, hein, c'était une des questions précédentes, mais il faut voir que c'est des personnes. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux politiques. Il y a une cannibalisation de l'offre. Créer une nouvelle marque chez L'Oréal qui va faire concurrence à une de leurs marques de leur portefeuille, bah c'est très compliqué en termes de politique. C'est des gens qui vont peut-être pas rester 10 ans dans l'entreprise comme un fondateur peut le faire. Et du coup, bah c'est un projet qui peut être porté pendant un an et demi, mais créer un produit, créer des packaging, ça met du temps. Et surtout en plus dans des entreprises pareilles, c'est très long. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps, mais Et Thomas, tu parles de L'Oréal, tu as parlé de Procter & Gamble. J'ai lu dans une interview que vous vouliez devenir en fait vous-même les Procter & Gamble du cosmétique un peu responsable. Est-ce que tu peux nous parler un peu des ambitions de 900 Care? C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que vous allez sortir des nouveaux produits? Ouais, et bah du coup, enfin, et je rejoins ce qu'a dit Flora sur l'impact, je la rejoins complètement. Nous, on veut faire de la recharge la nouvelle norme de l'hygiène. On veut sortir de ce plastique à usage unique. C'est aberrant de terminer un gel douche et de jeter cette bouteille, de racheter exactement la même, mais pleine. Donc on veut sortir de ça. Et aussi, bah, nos produits, ils sont 10 fois moins lourds parce qu'on arrête de transporter de l'eau et on va arrêter de transporter de l'eau. Donc on veut sortir de ça. Et notre ambition, elle est claire. Chez 900K, on veut créer un leader dans la catégorie hygiène. Avec Emric, on est drivé par l'impact. Si on veut laisser un meilleur futur à la prochaine génération, eh ben, il faut qu'on réussisse à convertir le plus grand nombre à des usages plus responsables. Et c'est pas forcément le contraindre, comme lui dire il faut arrêter d'utiliser du gel douche, utiliser du savon, parce que en réalité, les gens, il y a plein de gens qui vont jamais utiliser du savon solide parce que c'est pas forcément hygiénique, c'est pas forcément pratique. Après, tant mieux, hein, s'il y en a qui le font, c'est génial. Mais il faut pas les contraindre, il faut plus les orienter vers des solutions qui sont plus éco-responsables, mais ISO en termes d'expérience de ce qu'ils ont connu. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi sur le modèle de la voiture quand il y a du Tesla, par exemple. Et donc, et nous, après, en tant qu'entreprise, oui, on est forcément très engagé. On est une entreprise à mission. On va mettre en place, on va essayer de devenir Bicorp. Tout est produit en France, aussi bien le produit et le contenant. Et par exemple, juste pour la logistique, on utilise les ressources de La Poste pour l'envoi de nos recharges, qui a un bilan carbone neutre. Et voilà. Mais nos ambitions, oui, c'est de créer un géant pour justement toucher le plus de monde, parce que c'est en touchant le plus de monde et en les amenant vers des gestes, enfin des actes de consommation plus responsables qu'on arrivera à faire bouger les choses. Super, merci. Bah, Thomas, très belle ambition. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas à poster vos questions. On prendra 2 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Et après, on prendra le relais, on les posera en dehors du webinar. Est-ce que Flora, tu voulais conclure ou ajouter quelque chose sur l'engagement pour toucher le plus de monde, en fait? Ouais, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, bien sûr que cette question de se demander si son impact individuel il sert à quelque chose quand on voit que en fait c'est les usines qui polluent le plus et que individuellement on sert pas à grand chose, etc. On me la pose tout le temps, on me la pose tous les jours. Vu que je suis là, j'ai même dans ma sphère perso, j'ai la casquette engagée du groupe, donc on me la pose tout le temps. Mais moi, ma réponse, elle est double. La première, c'est que, regardez, imaginez, moi j'ai 27 ans, si j'arrête, j'ai arrêté il y a quelques années, mais mettons que j'arrête aujourd'hui les gels douche à usage unique et que je passe à 900 Care jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas 1 ou 2 gels douche que j'ai économisé, c'est quand même je sais pas combien de gel douche, peut-être que tu as la réponse qu'on utilise au cours de sa vie. C'est beaucoup, hein. En tout cas, des centaines. À peu près 10 gels douche par an, mais 10 gels douche par an, mettons qu'il me reste encore 60 ans à vivre, bon voilà, ça fait pas mal. Donc déjà, la première réponse, c'est que oui, sur une vie entière, évidemment, ça a de l'impact d'arrêter de manger de la viande tous les jours, d'en manger 1 fois par semaine. Sur une vie entière, ça a de l'impact. Deuxièmement, c'est ce qui fait grandir des groupes comme le vôtre, en fait, d'avoir des clients. Donc en fait, ça encourage aussi une bonne consommation, ce que tu disais sur les consommateurs, nous on les appelle les conso-citoyens chez Coalition, mais c'est la même idée. La première chose, c'est ça. Donc oui, c'est pas vrai que ma conso individuelle n'a pas d'impact. S'il me reste 60, 70 ans, 80 ans à vivre, j'espère que 80 ans c'est ambitieux, ça voudrait dire que je meurs à 107 ans. Non mais voilà, mais donc évidemment, j'espère que oui. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ça c'est un impact qui est immédiat.
je crois, parce que moi j'ai vraiment sur le titre d'un point de vue perso fait ma propre transformation écologique et sociale il y a 2 ou 3 ans, et je crois que ça contribue beaucoup au sens et au bonheur. Et je pense que certains d'entre nous s'en sont rendus compte pendant le premier confinement, où ils se disaient bon bah finalement je consomme plus, mais en fait je m'en porte mieux. Et je crois vraiment que il y a 2 choses. Un, ça remet quand même dans un lien humain plus direct, moins dans la consommation, dans l'hyper tension de nos sociétés. Et 2, on a quand même le sentiment de pas participer à la catastrophe. Et donc parfois je me dis bon bah même si je rate tout, peut-être que je pourrais dire je vous l'avais dit un jour. Et ce sera déjà rien que ça assez utile. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un impact immédiat sur le fait de changer de transformer ses modes de vie, et que ce soit individuel ou à l'échelle de son entreprise, à minima, c'est très gratifiant. Et donc je pense que rien que ça, c'est important et ça donne beaucoup de sens au quotidien. Super, merci beaucoup Flora, merci Thomas. Si on veut tenir notre timing, et la promesse est dure à tenir d'un webinaire de 30 minutes, on a le temps, je pense, pour 1 ou 2 questions maximum. On a une question. Quels ont été vos premiers pas pour vous engager? Donc, on a parlé de cosmétiques. Quels ont été vos premiers pas à tous les deux pour faire un pas vers l'engagement et pour la planète? Alors vas-y Flora, si tu veux. Moi, très rapidement, parce que je tendance à parler beaucoup. Très rapidement, moi, je crois que tout se joue dans l'assiette. Je pense que vraiment l'alimentation, c'est un truc qu'on fait tous. On le fait plusieurs fois par jour. On le fait plusieurs fois enfin voilà. Ça allie des enjeux clés comme la santé, la convivialité, le bien-être, l'esthétique, parce que voilà. Et je pense que vraiment commencer à se conscientiser sur l'alimentation, c'est une très bonne porte d'entrée. Par exemple, se demander pourquoi on mange des tomates en hiver ou alors pourquoi on mange des avocats toute l'année. C'est des premières questions qui permettent, je crois, une belle prise de conscience. Et en fait, je crois que l'alimentation responsable, ça rend très créatif et ça rend très heureux. Et typiquement, par exemple, aujourd'hui, je mange de la viande de manière occasionnelle. Bah, je préfère 100 fois un burger végétarien qu'un burger à la viande. Donc, c'est même plus une question de contrainte, c'est une question de plaisir. Voilà. Super, merci Flora. Et toi, Thomas? Alors, j'avais dit au début que j'étais pas une personne spécialement engagée, mais ce que je dis, enfin, je pense, c'est créer des entreprises qui ont du sens, et c'est mettre mes compétences au service de quelque chose qui peut faire du bien à la planète, et même, enfin, vous en tant que personne, finalement, c'est soit vous militez dans votre consommation, mais vous pouvez aussi travailler pour une entreprise qui a du sens, et ça aussi, enfin, c'est un impact qui est hyper positif pour le futur. Super, bah merci beaucoup Thomas, Flora. Une dernière question. On nous demande qu'est-ce qu'une entreprise à mission? T'en as parlé Flora, je pense que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous définir rapidement ce qu'est une entreprise à mission? Alors c'est Thomas qui en a parlé, mais je peux le définir, ou Thomas. Vas-y si tu veux. En 2017, il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi Pacte, qui est entrée en vigueur en 2019. Et en fait, elle répond à un vide juridique dans le code civil, qui est que l'entreprise n'était pas... Alors, on t'entend pas très bien, Flora, si tu peux te rapprocher de ton micro. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. Oui. Je disais, donc une loi en 2019, la loi Pacte a proposé de définir le rôle de l'entreprise. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que jusqu'à 2019, donc création du Code civil 1804-2019, ça fait une longue période, finalement, il y avait un vide juridique sur la définition de l'entreprise. C'est quand même dingue quand on voit que l'entreprise est en fait aussi omniprésente dans la vie de autant de personnes, et dans nos vies à tous, parce qu'on est tous des consommateurs, enfin voilà. C'est quand même dingue. Et donc en fait, la loi Pacte a permis aux entreprises de se doter d'une raison d'être. Donc en fait, c'est pas de dire je fais quelque chose, c'est de dire pourquoi je le fais. Donc par exemple, si je me prête au jeu sur 900 Care, même si j'ai pas lu vos communications, mais en fait avant 2019, Thomas aurait dit je fais des savons, et aujourd'hui il dirait je fais des produits pour lutter contre le gaspillage, enfin contre les déchets cosmétiques et hygiéniques.
Je sais pas si c'est ça ta raison d'être, mais en tout cas, ça devrait s'y rapprocher. Et en fait, c'est de passer ce qu'on appelle le what, le qu'est-ce qu'on fait, au why, le pourquoi on le fait. Et en fait, ça permet de se doter d'une raison d'être, de devenir une entreprise à mission. Et en fait, être une entreprise à mission, c'est un cadre juridique établi et encadré qui permet aux entreprises de se positionner sur le marché du bien commun. Ouais. Et juste pour compléter, c'est en gros du coup inscrit en fait dans les statuts de l'entreprise, donc c'est quelque chose de légal. Et du coup, oui, forcément, il y a un aspect social et environnemental, parce que le why de certaines entreprises, parfois, admettons, si on prend Apple, qui est, je sais pas, remettre en cause le statu quo, bah ça marcherait pas forcément comme entreprise à mission. Mais voilà. Super. Et merci, c'était très Thomas, très Flora, merci beaucoup, merci pour cette définition, merci pour votre temps et ce que vous nous avez partagé. Je vous dis à très bientôt. Le replay sera disponible dès ce soir de notre webinar. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci Léa, merci beaucoup Flora. Salut, bonne soirée à tous.